À Quimper, 4 personnes ont été écrouées après une nouvelle affaire de pédophilie, acte de barbarie sur un enfant de 4 ans. Sa propre mère aurait laissé faire. L'Italie adopte un nouveau code de la route autorisant sur les autoroutes la vitesse à 150 km/h. Les associations, les écologistes s'indignent de cette augmentation de la vitesse autorisée. D'Afghanistan sont arrivés à Cuba, à Guantanamo, les premiers prisonniers talibans ou membres d'Al-Qaïda. Ils seront détenus sous très haute sécurité. D'autres prisonniers devraient les rejoindre. Et puis le Paris-Dakar, à la veille de l'arrivée au Lac Rose, le carnet de route de cette compétition riche en images. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de cette fin de semaine, un nouveau drame de la pédophilie, une affaire sordide qui s'est déroulée cette fois-ci dans le Finistère peu avant les fêtes. Et comme à chaque fois, l'impensable se produit, des violences sexuelles sur un enfant de 4 ans. La mère ne serait pas intervenue, laissant faire les 3 hommes qui se trouvaient chez elle. Tous sont en prison ce soir. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. C'est l'horreur, c'est indescriptible, je sais pas, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est à pleurer, c'est à vomir, c'est tout. Dans la petite commune de Sker, 5000 habitants, c'est le choc. Personne n'imaginait qu'un fait divers aussi sordide puisse se dérouler ici. Le viol d'un enfant de 4 ans par 3 adultes, qui plus est en présence de la mère de l'enfant. C'est impardonnable. Mais malheureusement, c'est d'un commun, c'est devenu tellement quelque chose de courant, malheureusement, qu'on se demande jusqu'à où ça peut aller, quoi. C'est la grand-mère de la victime découvrant les blessures de l'enfant qui a alerté la gendarmerie. Le viol aurait été commis au domicile de la mère, la barbarie sur fond d'alcoolisme et de marginalisation. Des actes d'une rare sauvagerie, pourtant selon l'avocat d'un des prévenus, son client n'avait aucun antécédent. Pas d'antécédent judiciaire, un jeune âge, jamais eu à connaître une information judiciaire contre eux, ayant pu aboutir d'ailleurs ici ou là à une condamnation. Voilà. Le maire de la commune, lui, attend une justice exemplaire. Il faut certainement que les coupables soient sévèrement sanctionnés. On ne peut pas laisser notre société perpétrer des faits aussi dramatiques, quoi. Les 3 hommes et la mère ont été incarcérés. L'instruction judiciaire en cours devra à présent déterminer le rôle que chacun a tenu lors de cette soirée. Et à Outreau, où les fouilles n'ont rien donné, les enquêteurs vont reprendre leurs recherches dans d'autres lieux en début de semaine. Les habitants de la région sont sous le choc. Imaginez qu'il y a 4 ans déjà, les frères Jourdain avaient assassiné 4 jeunes filles, dont 2 étaient originaires d'Outreau. Une ville frappée par le malheur. Simple coïncidence, répondent les habitants. Reportage Anne Mourgue, Marie-Pierre Cassignard. Les gros titres des journaux sont clairs. La petite ville d'Outreau est une nouvelle fois montrée du doigt. Aujourd'hui, un réseau pédophile, peut-être même responsable de meurtres d'enfants. Il y a 4 ans, ici déjà, 4 jeunes filles violées, assassinées par 2 frères. C'était l'affaire Jourdain. Ce matin, l'impression de revivre le même cauchemar. J'ai dit à mon mari, si ça continue, je m'en vais parce que c'est moche, c'est moche. À Outreau, il n'y a pas que des mauvais gens, hein. Il y a beaucoup de braves gens. Vous croyez qu'il n'y a que dans cette ville? Franchement, je crois pas. Je crois que c'est un peu partout, malheureusement. La cité du Renard. C'est ici qu'agissait le réseau pédophile, ici qu'habitaient 2 des jeunes filles assassinées. Une cité ouvrière, près de 20% de chômeurs, mais ce n'est pas rare dans la région. Les bâtiments ont été entièrement rénovés, les travailleurs sociaux seraient omniprésents. Le maire ne comprend pas. C'est une commune où on fait le maximum pour la jeunesse, pour l'éducation, pour les écoles, pour nos assos, et puis la ville est souillée, quoi. Alors ça fait 2 fois en 4 ans, ça commence à faire beaucoup quand même. Et ce n'est pas fini. Dans l'affaire Jourdain, le procès en appel se tiendra en mars. Pour le dossier de pédophilie, on attend de nouvelles interpellations. Ici, chacun s'interroge, la ville pourra-t-elle un jour retrouver une certaine tranquillité ? En Belgique, on a tiré les leçons de l'affaire Dutroux. Désormais, en cas de disparition d'enfants, c'est un dispositif d'urgence qui est mis en place. Plus question d'attendre ou d'évoquer une éventuelle fugue. Très vite, le signalement des éventuelles victimes est diffusé, et ce grâce à la détermination d'une association qui s'est créée en 1998, tout de suite après les faits. Fanny Auvergne, Hugues Buchard. Tiens, Focus, bonjour. 24 heures sur 24, des psychologues se relayent pour recueillir la parole. Ici, à l'association Child de Focus, on traite plus de 160 appels par jour.
les appels au secours pour signaler une fugue, une disparition ou des abus sexuels. Aussitôt, en cas de disparition, 3000 bénévoles entrent en action. Leur but, alerter en moins de 48 heures la population et les autorités. On va agir très très vite. On a un véhicule d'intervention, on va aller sur place. Sur place, on va produire des affiches et nos bénévoles et la famille de l'enfant vont immédiatement distribuer les affiches. Parce que le but, bien sûr, c'est de pouvoir récolter des témoignages le plus vite possible. Cette rapidité d'intervention a permis de sauver le petit Zacharias, 3 ans. En novembre dernier, l'enfant est enlevé à la sortie de l'école. Grâce à la mobilisation de Child Focus, des tracts distribués partout, le ravisseur a pris peur et a relâché l'enfant au bout de 40 heures. Dans l'urgence, les médias relayent systématiquement l'association. Nous avons, nous aussi, fait notre examen de conscience et nous avons aussi considéré que, et l'affaire du petit Zacharia en est bien la preuve, que lorsqu'il y a une mobilisation médiatique aussi, en général, les enfants sont retrouvés. Grâce à ce dispositif, 80% des disparitions sont résolues. Mais 15% des enfants restent introuvables, peut-être victimes de réseaux pédophiles. Alors, impossible pour les autorités belges de lutter seules contre le crime organisé. Il faudrait qu'au niveau européen, il y ait une politique de recherche de ces réseaux. Donc c'est tout le problème des contacts entre les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Justice. Ici en Belgique, on sait qu'il reste de nombreuses choses à faire pour lutter contre la pédophilie. Mais une chose que l'on n'admet plus, c'est de perdre du temps pour des problèmes de coopération internationale. Alors tout le monde attend avec impatience que la justice belge et française communique le plus tôt possible sur l'affaire d'Outreau. Toutes ces affaires de pédophilie laissent de terribles blessures sur ces enfants abusés. Comment peuvent-ils se reconstruire? Comment faire à nouveau confiance à un monde d'adultes qui les a trahis, qui les a martyrisés? Ces jeunes victimes ont besoin d'exprimer leur souffrance et d'être aidées par des équipes spécialisées. Stéphane Bretner, Christelle Jorion. Pas une semaine ou presque sans qu'un nouvel enfant victime d'actes de pédophilie ne s'asseye sur ce fauteuil. Le docteur Coutenceau, expert auprès des tribunaux, les écoute raconter leurs sévices. Ils ont parfois 3 ans. L'enfant ne comprend pas totalement un peu cette sexualité qui lui tombe dessus, qui l'agresse. Au fond, pour l'enfant, quand il se sent mal, c'est quoi? C'est un adulte méchant qui lui fait du mal. Souvent, les adultes sont plus traumatisés quand ils entendent parler d'une affaire comme ça qui concerne des enfants très jeunes que les enfants eux-mêmes. Faire raconter aux enfants en utilisant parfois les termes les plus crus, c'est la première phase de la thérapie. Mais il faut également inciter les parents à accepter d'entendre pour dédramatiser. Les victimes pourront alors tourner la page. Sur 100 petits garçons qui étaient agressés, très peu deviennent des agresseurs sexuels. Il n'y a pas de fatalité de cette répétition, surtout, et c'est très important, si effectivement l'enfant a été pris en charge au moment où effectivement où il a parlé de cette agression quand il était tout petit. Quant à la phase judiciaire, c'est la plus délicate. Magistrats et enquêteurs doivent eux aussi jouer le rôle de psychologues pour aider à la reconstruction de l'enfant. Hommage au petit Larbi à Bordeaux aujourd'hui. Le corps de l'enfant a été restitué à ses parents et des centaines de personnes se sont rassemblées pour accompagner le convoi mortuaire. Une journée de prière à la mosquée de la ville. L'imam a appelé à ne pas crier vengeance. Grande émotion dans la foule. Une semaine après la mise en examen de son meurtrier présumé. La dépouille de l'enfant restera en France avant son inhumation au Maroc. Le temps nécessaire à la poursuite de l'enquête. Après la décision de Bernard Kouchner d'organiser une vaste campagne de vaccination contre la méningite dans le Puy-de-Dôme, l'inquiétude persiste peut-être par manque d'informations, comme le montre ce reportage dans les pharmacies et les hôpitaux de la région. Didier Guyot, Thierry Simonet. Vertaison, un petit village situé à l'est de Clermont-Ferrand. L'année dernière, un nourrisson de 9 mois était décédé de méningite, une mort qui avait frappé tous les esprits. Et ici, aujourd'hui, pharmaciens et médecins sont harcelés de questions et de coups de téléphone. Une campagne de vaccination est prévue dans le village pour les enfants et les adolescents de moins de 20 ans. Les habitants sont angoissés. Il y a surtout des gens inquiets sur le fait que tout le monde puisse être vacciné, y compris les nourrissons qui ne sont ni en crèche, ni en collectivité, pas encore à la maternelle, etc. Quelles seront les conditions de vaccination, où et quand et comment? Même angoisse perceptible au service des urgences pédiatriques de Clermont-Ferrand où le téléphone ne cesse de sonner. Par peur, par manque d'informations, impatients d'être mercredi, de nombreux parents ont bien du mal à cacher leur inquiétude. Ça ne sert à rien non plus de s'angoisser et
donner une importance trop hystérique, on va dire, aux événements. C'est à prendre avec sérieux parce qu'effectivement, il y a un problème important. Quelques 60 médecins seront mobilisés à partir de mercredi, à eux de vacciner dans les écoles, les lycées ou les crèches. Le vaccin est facultatif, ce n'est pas une épidémie. C'est qu'il faut quand même rester extrêmement calme vis-à-vis de ça. D'ailleurs, tout le personnel des hôpitaux n'est pas vacciné contre la méningite C, donc je pense qu'il faut quand même en être conscient et bon, il ne faut pas non plus paniquer à ce point-là. Les autorités sanitaires assurent qu'il y aura assez de vaccins pour tout le monde et qu'il est inutile de harceler médecins et hôpitaux. Et ce sont près de 100 000 vaccins qui vont être nécessaires pour vacciner à titre préventif les enfants et les adolescents. Depuis aujourd'hui, sont arrivés en provenance d'Angleterre les 3/4 des doses, stockées pour l'instant dans le centre de la France avant d'être acheminées dans le Puy-de-Dôme. Laetitia Fouque, Valérie Lucas. La solution est venue d'Angleterre. Dans ces camions, 73 000 vaccins fabriqués par un laboratoire américain. Dans cet entrepôt discret, les doses seront stockées entre 2 et 8 degrés. Ce vaccin a fait ses preuves. Grâce à lui, la méningite cérébrospinale, méningite C, est quasiment éradiquée outre-Manche. Le Méningitec protège de la contagion et surtout détruit les bactéries, les méningocoques, chez les sujets porteurs du germe. La particularité du vaccin, c'est qu'il s'agit d'un vaccin conjugué. La conjugaison va permettre à l'organisme d'amplifier la réaction immunitaire et donc de présenter des taux d'anticorps beaucoup plus rapidement par rapport à la génération précédente de vaccins. Dans les jours qui viennent, ces vaccins partiront pour le Puy-de-Dôme. Ils seront injectés aux enfants et adolescents âgés de 2 mois à 20 ans. La campagne de vaccination concerne un secteur limité autour de Clermont-Ferrand. Dans cette zone, les souches sont extrêmement virulentes. Il ne s'agit pas d'une épidémie, mais les cas observés ici sont particulièrement graves. La méningite cérébrospinale représente 30% des méningites. Ses symptômes, fièvre, raideur de la nuque, vomissement, photophobie, grande sensibilité à la lumière, taches rouges dites purpura sur le corps. Les méningites C sont mortelles dans 10% des cas. Et puis à Bordeaux, un jeune homme de 18 ans, victime d'une méningite foudroyante, est décédé jeudi dernier. La DAS a aussitôt lancé une enquête pour recenser toute personne ayant été en contact avec l'adolescent depuis le Nouvel An. Quant aux élèves de l'établissement scolaire, ils seront vaccinés en début de semaine prochaine. À Nantes, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique rappelle à l'ordre plusieurs médecins du département qui ont décidé d'augmenter leurs tarifs, arrondissant largement le prix de leurs consultations en euros. Les médecins, quant à eux, ont déjà répondu. Ils refusent de revenir à l'ancien prix. À Creil, des traces d'allergie dont on ignore l'origine ont été décelées sur plusieurs dizaines d'élèves appartenant à l'école primaire Victor Duruy. L'établissement a été fermé depuis vendredi. C'est la deuxième fois que se produisent en quelques semaines ces symptômes allergiques. Toutes les hypothèses sont examinées. Vanessa Rouet, Maxime Soulard. J'avais plein de petits boutons qui ressortaient à chaque fois que j'étais à l'école. C'est plus la figure et là que ça me grattait, quoi. Mais sinon, les bras, ça me piquait, mais j'essayais de ne pas me gratter, je me grattais plus là. Spectaculaire mais sans danger, c'est une curieuse allergie qui a frappé Sandra. Comme 15 de ses camarades, elle a été hospitalisée en fin de semaine. Très vite, les symptômes disparaissent et les analyses n'apportent aucune réponse. Pourtant, c'est la deuxième fois en 6 semaines que le cas se présente. À chaque fois, les mêmes démangeaisons, le même mystère. Tout le monde nous dit qu'on va avoir des résultats, puis là, ça fait 1 mois et on n'a toujours pas de résultats. Donc, ça fait quand même 5 semaines que ça a recommencé au bout de 5 semaines. Et là, on nous dit qu'on va avoir des résultats la semaine prochaine. Mais... La clé du problème se trouve ici, quelque part, dans l'établissement scolaire. Seule piste, une éventuelle contamination par l'air. Les expertises ont trouvé une certaine concentration de composés qui apportent peut-être un début de réponse. Mais d'autres questions restent en suspens. Sur les 160 élèves de l'école Victor Duruy, pourquoi seule une poignée d'enfants a été touchée par cette allergie? Je suis incapable de vous dire pourquoi 29 ou 30 au mois de décembre, 11, puis 13 et 16 le jeudi 10 janvier. Je n'en sais rien. Des ingénieurs de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques effectuent plusieurs prélèvements dans l'établissement. Ils espèrent apporter des réponses dès la semaine prochaine. L'homme qui s'était évadé en juin dernier de la prison de Borgo en Corse a été arrêté ce matin en Espagne. Il était fiché au grand banditisme. Paul de Genève. Les policiers espagnols étaient sur la piste de Louis Carboni depuis le braquage d'une bijouterie dans le sud du pays. En cavale depuis 7 mois, ce truand corse
n'avait pas changé ses habitudes. Ce matin, il préparait une nouvelle attaque contre un fourgon de transport de fonds, quand la police l'a arrêté à son domicile de Figueras, à la frontière franco-espagnole. En juin dernier, Louis Carboni était passé par la voie des airs pour s'évader de la prison corse de Borgo, alors qu'il y purgeait une peine de 15 ans d'emprisonnement. 2 de ses complices étaient venus le chercher en détournant un hélicoptère de la sécurité civile. Ce trafiquant de drogue de 45 ans était depuis activement recherché en France et en Espagne. Ce matin, parallèlement à son arrestation, 5 de ses complices ont aussi été interpellés en Corse. Une opération d'envergure menée conjointement par la gendarmerie nationale et la garde civile espagnole. Louis Carboni devrait bientôt revenir en Corse. Le procureur de Bastia a promis de demander son extradition très prochainement. Concernant maintenant un trafic de voitures volées à Bastia, 6 personnes ont été placées en garde à vue, dont un haut fonctionnaire, chef de service à la préfecture de Haute-Corse. Les traditionnels vœux de Jacques Chirac aux Corréziens, l'occasion pour le président de la République d'appeler à un sursaut national face à l'insécurité. François Hollande, qui est maire de Tulle, n'a pas tardé à répondre. Sur place, Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. À Tulle, en Corrèze, en France, dans le monde, une même certitude. Il ne l'a pas encore dit, mais le président de la République prépare le fabuleux destin de Jacques Chirac, successeur de lui-même à l'Élysée. Et dans le gymnase, toutes les conversations roulent autour d'une seule question. Cette campagne présidentielle ne tarde-t-elle pas à démarrer? 3 mois, c'est suffisant quand même pour se faire un avis. Il n'y aura pas assez de temps sûrement. Il était bien temps de plus penser au 1er janvier. On nous en parle, mais on voudrait savoir ce qu'on nous mijote. Mais pourtant, Jacques Chirac le dit, il veut faire le bien de tous. Assurer les retraites, baisser les impôts, moderniser l'État, la justice, la défense. Bref, une critique en creux de toute l'action du gouvernement Jospin. Axée cet après-midi surtout sur le registre de l'insécurité. Quand les dysfonctionnements se multiplient et que tant d'agressions et de délits restent impunis, quand le sentiment d'insécurité devient souvent un sentiment d'abandon, quand l'autorité de l'État subit des atteintes répétées, il est temps de réagir avec vigueur. Et je souhaite que l'année 2002 soit l'année d'un sursaut national. Dans la foule, François Hollande, qui sera l'un des principaux animateurs de la campagne de Lionel Jospin, a sa réponse toute prête. Après 7 ans de présidence de la République, on a envie de dire que ce qu'il n'a pas fait en 7 ans, on ne verra pas comment il pourrait le faire pour les 5 ans qui viennent. Pic contre pic, mais au-delà de l'exercice classique et rituel, certains commencent à se demander si, en retardant l'annonce de leur candidature, Jacques Chirac et Lionel Jospin ne privilégient pas trop la tactique au détriment du débat d'idées. Pour les Verts, le compte n'est pas bon. Réuni en Assemblée Générale à la Plaine Saint-Denis, le parti de Dominique Voynet trouve insuffisantes les propositions du PS pour les élections législatives. Dominique Voynet demande davantage. Alexandre Cara, Valérie Criton. Ça va là? Monsieur le directeur. Salut. Non, je ne sais pas ce que vous souhaitez pour 2002. 8,5% pour les prochaines élections, c'est une façon optimiste de souhaiter la bonne année à Noël Mamère. Pourtant, si cet après-midi la grande famille des Verts s'était réunie à la Plaine Saint-Denis, ce n'était pas pour parler présidentielle, mais bien législative. Au cœur des débats quelque peu agités, les négociations avec le Parti socialiste, un allié jugé pas vraiment conciliant. En l'absence d'accord avec le Parti communiste et avec les Verts, avec qui donc le Parti socialiste veut-il gouverner la France? Veut-il, à lui seul, couvrir l'espace de toute la gauche? Le fait est qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité plurielle ne s'incarne plus, ni dans le projet d'une majorité présidentielle, ni dans celui d'une majorité parlementaire. Les Verts veulent plus de circonscriptions, plus de considération pour leur programme, alors accord difficile, mais rupture impossible. Nous aurions effectivement tout à perdre s'il n'y avait pas d'accord, de la même manière que les socialistes auraient tout à perdre s'il n'y avait pas d'accord. Pas d'accord, ça veut dire qu'on laisse l'espace ouvert à la droite, à Chirac et au MEDEF. C'est pas ce que nous voulons. Les Verts ont donc choisi de jouer les prolongations côté négociation. Côté candidat présidentiel, Noël Mamère a été chaleureusement applaudi, comme si à quelques jours du début de leur campagne, ils avaient décidé d'apparaître moins divisés que jamais. Et les Verts qui, à l'instant, viennent de rejeter officiellement les propositions du Parti socialiste.
Avec la campagne électorale arrive bon nombre de sondages, certains contredisant les autres. Voici en tout cas un premier baromètre de l'opinion publique. Selon IFOP pour le journal du dimanche, les intentions de vote au premier tour sont les suivantes. 11% voteraient Chevènement si le premier tour se déroulait dimanche prochain, 27% Jacques Chirac, 21% Lionel Jospin, 8% Noël Mamère et 8% à égalité Jean-Marie Le Pen. Quant au second tour maintenant, toujours selon l'IFOP, Jacques Chirac serait réélu avec 52% contre 48% pour Lionel Jospin. Alors Roche-sur-Yon, près de 1500 salariés de Brandt ont manifesté ce matin dans les rues de la ville. Il s'agit des employés des 2 sites vendéens qui attendent la réponse du tribunal de commerce quant au choix du repreneur partiel de l'entreprise. Ces salariés s'opposent aux offres du groupe Whirlpool et du groupe turc Beko. Une assemblée générale devrait se tenir lundi prochain. Un franc succès pour l'euro dans les 12 pays concernés. Imaginez qu'en moins de 2 semaines après son lancement, ce sont 85% en moyenne des paiements en liquide qui sont faits en euros. Le basculement à la monnaie unique pourrait atteindre 90% à la fin de ce week-end. Un résultat spectaculaire, affirme la Commission européenne. Si les Français se sont habitués plutôt facilement à la monnaie unique, il est des domaines où les marchandages en euros ne se font pas d'évidence. Allez discuter des prix spontanément au marché aux puces, un exercice de style que nous montrent Florence Griffon et Diane Richard. Aux puces, la petite musique de l'euro n'est pas encore du goût de tout le monde. Je marchanderai le prix à partir de 30 000 francs. Vous comptez pas en euros? Ah bah non, c'est trop tôt les euros. De ce point de vue-là, chineurs et brocanteurs sont souvent logés à la même enseigne. Comme on a acheté en francs, on pense quand même qu'on a payé en francs. Alors dans 6 mois, on aura de la marchandise, 10 ont acheté en euros, et là, les choses vont se stabiliser d'elles-mêmes. En fait, l'euro a bouleversé les règles du marchandage. Par exemple, on se retrouve à 100 francs, vous me le faites 90, ça fait combien en euros? Ben, ça fait 14 euros ou 13 euros 80, je ne sais pas, mais ça va faire 13 euros. C'est-à-dire qu'on en a fait 2 fois un prix. Ceux pour qui l'euro a tout simplifié, ce sont les étrangers. D'ailleurs, ils ne veulent même plus entendre parler du franc. 900 euros. Vendu, ce coq de village atterrira bientôt à Washington. 760 euros. 900 euros, c'est à peu de choses près 900 $. Mais pour avoir le prix en francs, il faut que je convertisse dans ma tête. Et comme 90% de la clientèle est étrangère, les brocanteurs ont tout intérêt à oublier les francs. Bientôt, cela devrait même faciliter les affaires. Au Pakistan, le président Musharraf vient d'annoncer l'interdiction de 2 groupes extrémistes appartenant au Cachemire et que l'Inde considère comme responsables de l'attaque contre le Parlement de New Delhi. Lors de cette allocution télévisée, le chef de l'État pakistanais, s'adressant au Premier ministre indien dans cette période d'extrême tension entre les 2 pays, a mis en garde contre tout franchissement de la frontière, indiquant que le Pakistan riposterait avec l'ensemble de ses forces. Réaction du gouvernement indien attendue demain. Les premiers prisonniers combattants talibans ou membres du réseau d'Al-Qaïda ont été transférés d'Afghanistan sur la base aérienne américaine de Guantanamo à Cuba. Un transfert et une détention sous très haute sécurité. D'autres détenus devraient arriver rapidement. Jérôme Meunier. Arrivé sur la base américaine de Guantanamo, de l'un des vols les plus sécurisés de toute l'histoire des transports aériens. Il amène 20 combattants capturés en Afghanistan et soupçonnés de connexion avec le terrorisme. Loin des objectifs, interdits sur la base, mais sous l'œil plutôt complaisant des militaires cubains qui approuvent l'opération. Les prisonniers, enchaînés et cagoulés, sont transférés dès leur arrivée dans des autocars. Le convoi se dirige ensuite vers le camp dit Rayon X, de l'autre côté de ce bras de mer. Faute d'image de ces détenus considérés comme très dangereux, cet officier américain présente la tenue orange qu'il leur a fait revêtir. Ils recevront 2 serviettes de taille serviette de bain. Une pour la douche et une pour la prière s'ils le souhaitent. Le Pentagone n'accorde pas aux hommes détenus ici le statut de prisonniers de guerre, mais affirme que la Convention de Genève sera respectée autant que possible.
En Allemagne, spectaculaire accident impliquant une trentaine de voitures entre Munich et Nuremberg. 13 voitures ont pris feu, 2 personnes ont péri dans les flammes. Au total, 25 personnes sont blessées. L'autoroute a été fermée dans les deux sens. Et ceci nous amène en Italie, où un nouveau code de la route permettra de rouler à 150 km/h sur les autoroutes contre 130 jusqu'à présent. Une décision qui entrera en application en janvier 2003. Les écologistes et de nombreuses associations s'élèvent contre cette augmentation de la vitesse limitée. Reportage Isabelle Stess, Enrico Melonari. Et la ceinture? La cintura? No, grazie. Moins 2 points pour la ceinture, moins 4 pour un feu rouge brûlé, moins 3 pour conduite avec un portable et moins 1 pour klaxon abusif. À ce rythme, les champions de l'indiscipline au volant, que sont les Italiens, risquent d'épuiser très vite le crédit des 20 points de leur futur permis, même si tous accueillent favorablement la réforme du code de la route. 90% des automobilistes utilisent leur portable en conduisant. C'est donc une loi fantastique, ça évitera de se tamponner, d'avoir des accidents. Avec le permis à points, je mettrai la ceinture de sécurité, enfin si j'y pense. Plus vite sur les autoroutes. 150 au lieu de 130 km/h sont désormais autorisés sur les 3 voies lorsque les conditions météorologiques sont bonnes. Une mesure très controversée alors que la route tue 7000 Italiens chaque année. C'est une invitation à la vitesse qui n'a aucune raison d'être. On devrait plutôt inviter à la prudence. Nous ne comprenons pas. Surtout qu'en Europe, le mouvement est en sens inverse. Le nouveau code s'appliquera en 2003, mais déjà les mesures augmentant la vitesse sur les autoroutes apparaissent en contradiction avec le projet de sécurité routière européen qui prévoit de réduire de 40% la mortalité sur les routes d'ici 2010. Voyons comment on réagit en France à cette nouvelle vitesse limite en Italie. À l'évidence, les associations sont effarées, d'autant que dans notre pays, la vitesse excessive est à l'origine de bon nombre d'accidents. Hélène Hugues, Olivier Flavien. 130 à l'heure sur l'autoroute, nous sommes régulièrement dépassés. Aujourd'hui, la visibilité est correcte, la route droite est peu encombrée, la voiture puissante, le danger est oublié, la tentation est grande. Vous roulez à combien ? Moi, 210 quand je peux. Je peux vous dire quand même que 130 pour mon mari, c'est plutôt 160. Hein. Non, avec la tolérance, quoi. Il y a des gens qui à 130 km/h sont des dangers. Et il y a des gens qui, avec des voitures adaptées à 170, sont pas dangereux. La vitesse, l'un des principaux ennemis de la sécurité routière. Depuis près de 30 ans, les campagnes se succèdent. On presse les Français de ralentir. Aujourd'hui, monsieur, la vitesse, c'est complètement dépassé. En 1990, la loi ramène à 50 km/h la vitesse maximum en agglomération. Au lieu de 60, le nombre de tués sur la route diminue. Dans tous les exemples connus, quand on augmente la vitesse limite supérieure autorisée, on augmente aussi le nombre des morts. Et tous les pays qui ont abaissé leur vitesse ont sauvé des vies. Il n'y a pas d'exception à cette règle. À ce jour, toute l'Europe a ramené la vitesse autorisée sur autoroute à 130 km/h, à l'exception de l'Allemagne qui ne l'a jamais limitée et de l'Italie qui vient de l'augmenter à 150 à l'heure. Il faut limiter les vitesses sur l'ensemble du réseau transeuropéen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très gêné pour obtenir des constructeurs le bridage des véhicules à cause de la non-limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes. Et c'est particulièrement regrettable qu'un pays prenne une initiative sans aucune concertation. En France, près de 8000 personnes meurent chaque année sur les routes. Pour la moitié d'entre elles, c'est la vitesse qui est responsable. À la veille de l'arrivée du Paris-Dakar au Lac Rose, Bernardo Villard, en moto, a remporté la 15e étape. En catégorie auto, c'est le couple franco-belge, Grégoire de Mévus et Alain Guénec. Au classement général, Meoni et le japonais Masuoka sont toujours en tête et maintenant assurés de la victoire. Le Paris-Dakar qui touche à sa fin, carnet de route en bout de piste avec Christophe Duchéron. Le papillon qui bat de l'aile fait moins de bruit que la voiture de rallye. Ceci n'est pas un proverbe africain, mais une simple vérité. Si l'on aime le spectacle de l'Afrique en silence et en solitude, alors mieux vaut éviter certaines pistes au mois de janvier. Dans le cas contraire, c'est autre chose. Ceux qui aiment les fous du guidon et les manieurs de volant, ceux qui aiment voir le paysage défiler en accéléré,
Ceux qui aiment la compétition en vitesse, alors ceux-là seront servis. Faut bien reconnaître que traverser le désert à fond les manettes n'est pas à la portée des conducteurs du dimanche. Le désert, c'est un peu comme le périphérique. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de feu rouge qu'il n'y a pas de piège. Et quand on sait qu'un petit grain de sable suffit à dérégler les plus belles mécaniques, on comprend mieux certaines choses. Viens m'aider, ma poule! Sans toi, je suis perdu. On a oublié de mettre de l'essence, apparemment. Ça rend con un peu des fois le Dakar. Le Dakar, parfois, ça rend malheureux. Quand le rallye part en fumée, qu'un concurrent reste sur le sable, à genoux, tout seul, avec son chagrin et sa moto en flammes. Drôle de course, où les illusions peuvent se consumer au bord d'une piste, en un spectacle funèbre et immobile. Mais il y a les autres, ceux qui filent vers Dakar, et qui laissent dans leur sillage le désert et ses habitants. La fourmi africaine avance péniblement, à chacun son rythme, chacun son destin. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer est-il dangereux? Depuis le début du mois de décembre, 9 accidents se sont produits, un jockey est dans le coma, plusieurs chevaux ont dû être abattus, en cause les nouveaux obstacles en plastique dur. Nathalie Jourdan, Hervé Pouzzo. Il s'en sort avec un gros bleu. Mardi dernier, un autre jockey n'a pas eu cette chance. En franchissant une haie, son cheval chute et retombe sur le cavalier sur cette même piste de Cagnes-sur-Mer. Dans le coma, le jeune homme de 19 ans est aujourd'hui dans un état critique. Cet hippodrome a fait d'autres victimes. Des chevaux, 9 bêtes achevées en 5 semaines. 2 d'entre elles appartenaient à Jean-Paul Sénéchal. Je pense qu'à Auteuil, on n'a pas ce nombre de chevaux abattus lors d'une saison entière. Alors là, en 5 semaines, c'est un record, ils peuvent être fiers. En cause, les virages trop serrés, la piste trop sèche, les chevaux courent vite, trop vite, surtout lorsqu'ils arrivent sur des haies qui n'ont plus rien de naturel, des obstacles nouvelle génération en plastique dur, plus difficiles à franchir. Avec la vitesse, ça pardonne pas, quoi. C'est la moindre faute, les chevaux vont sur le nez et puis bon, c'est un miracle quand ils tiennent debout. Les jockeys, plus tendus qu'à l'ordinaire, n'hésitent plus à critiquer les conditions de course. Les responsables de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, eux, préfèrent invoquer la fatalité. Il est aussi dangereux d'être jockey d'obstacle que d'être pilote de Formule 1. Et toute chute, quand elle se déroule avec un manque de chance, peut conduire à un accident grave. Les risques du métier, en somme. Aujourd'hui, 2 jockeys ont encore chuté à Cagnes-sur-Mer, heureusement sans gravité. En général, c'est à partir du printemps que l'on évoque les fameuses algues vertes qui envahissent les plages de Bretagne dès les premiers beaux jours. Cette année, elles ont fait leur apparition ces jours-ci, un phénomène plutôt inquiétant, disent les spécialistes. Pascal Deschamps. L'Ulva armoricana est remontée à la surface plus tôt que prévu. C'est l'association de sauvegarde du Trégor qui a sonné l'alarme. L'algue verte, comme on l'appelle, avait coutume de dormir l'hiver dans des cuvettes au fond de la mer. C'est bien fini. On a des marées vertes, désormais 12 mois sur 12, et on a en plus une nouvelle forme de marée verte qui colonise les mares et qui le fait au détriment des autres algues. Donc, voilà ce que les mêmes en août dernier. 6 mois séparent ces 2 images. Été, hiver, même colère. Touristes et Bretons ne cessent de se mobiliser contre la marée verte qui empoisonne les coquillages, envahit les filets des pêcheurs et fait fuir le vacancier. Dans leur ligne de mire, la pollution par les nitrates, due entre autres aux élevages porcins. Tout est bon dans le cochon, sauf les déjections qui se déversent dans les cours d'eau. Les petits ruisseaux finissent par faire la grande misère de la mer. On le sait bien, en Bretagne, le problème divise. Les uns mettent en avant les efforts du monde agricole, les autres critiquent la lenteur des pouvoirs publics. Les plans ne manquent pas. Tout sera réglé dans le long terme, dit-on, mais dans le long terme, on sera tous morts. Cinéma avec la sortie mercredi prochain des Amants du Nil, réalisé comme les grands mélos de l'après-guerre. Un joli film français qui a pour toile de fond l'Égypte en 1943, une histoire d'amour avec Emma Decaune. Reportage Pascal Deschamps, Rémi Poissonnier. Des héroïnes sorties tout droit d'un Hitchcock ou d'un Douglas Sirk, un de ces films en technicolor comme on n'en fait plus. Les souks, les promenades en calèche, le Nil, le bel officier, tout y est, comme un rêve de jeune fille. Normal, c'en est un. Ça finit toujours mal, mais parce que ça finit. Tout commence quand Anne, une jeune femme solitaire et romanesque, découvre sur une plage de Tunisie le cadavre d'un parachutiste français tué par les Allemands. Dans sa poche, une lettre d'amour écrite d'un hôtel en Égypte. À la faveur d'un de ces évanouissements dont elle est coutumière,
Elle fait un voyage dans le temps et l'espace pour retrouver l'aviateur et le sauver. Elle vivra pendant 48 heures une histoire d'amour intense sur fond de pyramide, se retrouvera mêlée à une histoire d'espionnage, croisera des colonels britanniques et des antiquaires louches. Dans ce rêve, elle est beaucoup plus audacieuse, elle se prend, par moments, c'est Black et Mortimer, c'est Tintin, elle fait sa petite enquête, voilà, c'est Mata Hari, elle se retrouve à essayer d'empêcher cet officier de partir. Alors voilà, elle a ce côté, même Indiana Jones parfois, quand elle se retrouve dans les fouilles. En tout cas, je n'aurais pas dû lire vos secrets. C'était mal. Comme Anne, qui recrée dans son rêve le parfait décor pour cet amour impossible, le réalisateur s'est amusé à filmer cette histoire comme on le faisait jadis, avec des fonds peints et des rétroprojections. Il y a du Casablanca et du Pepe le Moko dans l'air, clin d'œil, références, certains diront clichés, et alors, ce sont des clichés voulus et assumés. Ce que j'avais envie, c'est que les gens se retrouvent dans un univers familier qu'ils ont déjà vu, soit au cinéma, soit en lisant des livres, soit dans des albums de photos, soit dans des images d'Épinal, quelles qu'elles soient, et que ces images traitées en fond, comme ça, permettent aux gens de se promener librement dans leur propre fantasme à eux, dans leur propre inconscient imaginaire ou leur propre inconscient amoureux. Tout le monde a besoin de belles images dans sa vie. Les Amants du Nil est un joli film qui vous laissera un goût sucré, un peu comme la petite tache rose que laisse sur la langue un bonbon acidulé, arraché à son papier doré. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle le principal titre. À Quimper, 4 personnes ont été écrouées après une nouvelle affaire de pédophilie, acte de barbarie sur un enfant de 4 ans. Sa propre mère aurait laissé faire. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Génération 70, Pop and Roll, présenté par Véronica Loubry. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Mimi Mati. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.